Bienvenue à toutes et à tous sur notre plateau de télévision dans le cadre de cette émission CF Débat. La semaine dernière, la ville de Kinshasa, où tous les plateaux de TV, le débat a été ancré sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. En effet, l'analyse des conflits en RDC, ou disons-le, la géographie sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, fait ressortir une réalité macabre sur la situation des droits de l'homme. Les groupes et les forces armées tuent et pillent, incendient même les villes et les villages à cause des ressources naturelles qui regorgent la République démocratique du Congo. Pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir pour vous notre invité Eri Massimbo, que je vous présente tout de suite. Bonsoir Eri. Bonsoir, mon ami et frère Nestor Foulama. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Comme je l'ai dit tantôt dans notre introduction, vous l'avez suivi et l'actualité sécuritaire de notre pays est dominée sur la situation de l'insécurité à l'Est. Vous êtes anthropologue et je le signale également analyste. Quelle est votre vue par rapport à cette situation? Quelle est la cause, la première question qui me vient d'ailleurs à l'esprit, quelle est la cause de cette guerre en RDC? Bon, pour parler de la cause, nous devons au moins remonter un peu plus loin, vers les années, vers le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, où on a vu l'incursion, l'entrée de la population rwandaise, notamment la population Tutsi, à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la partie au nord et au sud Kivu. Comment est-ce que cette population est arrivée jusqu'à occuper nos collines et à s'installer? Et aujourd'hui, cette population commence à réclamer la nationalité congolaise, voire même certains postes au niveau le plus élevé de notre gouvernement, de notre armée. Comment est-ce que cette population s'est démenée pour pouvoir faire ou réclamer aujourd'hui son ancrage ou une place au sein de la population congolaise? Voilà. Mon frère ami, je vous rappelle que c'est depuis le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, voire XIXe siècle, la plus grande entrée est arrivée vers le XXe siècle. Okay. Depuis le XVIIe siècle, cette population a commencé à entrer dans notre sol. D'abord, c'était d'abord les éleveurs Tutsi qui cherchaient les pâturages, les verts pâturages pour leur bétail. C'est comme ça qu'ils ont commencé à entrer dans notre territoire, en demandant aux chefs coutumiers, notamment congolais, s'ils pouvaient trouver de quoi nourrir leur bétail. La population congolaise, qui est une population naturellement accueillante et hospitalière, a accepté de pouvoir donner de quoi nourrir leur bétail. En échange, bien évidemment, de quelques têtes de bétail. Et ça a commencé à évoluer comme ça. Jusqu'à un certain moment donné. C'était les pratiques que faisaient nos ancêtres pour pouvoir accueillir la population d'origine rwandaise sur notre sol. Voilà, sur notre sol. Oui. Et il leur offrait l'espace pour nourrir leur bétail en échange de quelques têtes de bétail. Mais il n'avait pas les intentions belligérantes. C'était purement social et économique. Tout à fait. Économique et aussi humanitaire pour notre population. A évolué. Voilà, aujourd'hui la situation a évolué. Au fur et à mesure que cette population rwandaise qui venait avec leur bétail, notamment les éleveurs, qui occupaient la terre, à un certain moment, ils ont commencé à demander aux chefs de terre, aux chefs coutumiers, la petite vient en mangeant, plus ils étaient installés là, ils ont vu non, on pouvait aussi s'installer ici. Alors ils ont commencé à demander si on pouvait leur vendre les collines de terre pour s'y installer. Et ça, c'était dans quelle zone précisément? Dans la zone est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la nouvelle province de Kivu. Kivu et Nord Kivu, quoi. Dans différentes collines où ces populations réclament aujourd'hui. Les Minembwe étaient concernés, le Rwenzori était concerné et différentes collines là. Okay. Voilà, c'est comment que ça s'est fait. Et avec le temps, cette population a commencé à acheter des collines, ils ont commencé à occuper. Et avec le temps, ils se sont installés, ils ont commencé à appeler les gens, leurs frères qui étaient là-bas chez eux au Rwanda, et leurs frères ont commencé aussi à venir à la République démocratique du Congo. C'est ainsi que cette population s'est installée en République démocratique du Congo. Alors, ils ont commencé à se marier avec nos frères et nos sœurs congolaises de l'Est du pays. Ils ont commencé à avoir des enfants. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on nous parle de Banyamulenge, des Tutsi rwandophones au Congo. C'est comme ça que ces frères-là sont venus, se sont installés ici dans notre pays. Mais avec l'État, qu'est-ce qu'on a observé?
avec la guerre, le massacre ou la génocide Tutsi qui s'est passé vers les années 94 dans notre pays. C'est là le plus grand problème. C'est qu'on a constaté la population Tutsi qui était déjà installée ici dans notre pays, ils ont commencé à accueillir leurs frères qui fuyaient les agressions des Hutus, les tortures, les tueries des Hutus. Ils ont commencé à accueillir leurs frères ici au Congo. Et en accueillant leurs frères, ils ont même accueilli leurs frères qui venaient avec les armes ici dans notre pays. Alors, à un certain moment donné, avec des bétails, il y a aussi des Rwandais qui entraient dans notre terre avec vers les années 90, qui venaient, qui fuyaient la génocide rwandaise. Ils s'est déversés au Congo avec leurs armes. Donc, on a commencé à accueillir même les Tutsis congolais qui étaient porteurs d'armes, les armes en question qui venaient de l'Occident. Parce que, rappelez-vous, cher Nestor, Mobutu, Kinshasa à l'époque avait refusé de laisser, d'ouvrir un couloir humanitaire à la population Tutsi qui fuyait la génocide. C'était quoi la crainte à l'époque qu'on ne devrait pas laisser? Parce qu'on ne les contrôlait pas. On ne savait pas qui entrait. Ils entraient avec quoi? Comment est-ce qu'ils entraient? On ne les contrôlait pas. Kinshasa avait cette capacité de pouvoir contrôler cette population-là. C'est en ça que Kinshasa avait refusé. Mais Kinshasa, quand il a refusé, Mobutu, quand il a connu tout ce qu'il a connu de protection, tout ça, à un certain moment donné, Mobutu était affaibli. Mais ça, c'était les causes lointaines. Mais qu'est-ce qui a envenimé aujourd'hui la situation devient... Nous en arrivons. Mobutu refusant, les Belges, les Britanniques, les États-Unis et la France ont mis la pression sur Kinshasa. Kinshasa accepte, mais Kengo refuse. Je crois qu'il y a une vidéo de Kengo qui Kengo refusait. Pourquoi Kengo se disait, mais comment est-ce que cette population qui entre avec les armes, nous n'avons pas assez de capacités pour pouvoir les contenir? Kengo avait refusé. Avec la pression internationale, Kengo a accepté et on a ouvert un couloir humanitaire. On a laissé les gens entrer avec les armes. On a laissé les gens entrer avec les armes, avec tout ce qui est entré avec ça. Et le Kagame, à l'époque, qui était un chef rebelle, l'adjoint des chefs rebelles que lui, il avait abattu pour le remplacer, le succéder à la place, à la tête de ce groupe rebelle. Le groupe rebelle qui était financé et organisé par l'armée ougandaise, parce qu'il faut laisser le dire, c'est Yoweri Museveni. Kagame est comme le fils de Museveni. On va y revenir sur cette question. Voilà. Oui. Alors, ils ont l'armée Tutsi, le rebelle Tutsi maintenant, ont utilisé la RDC comme leur plan arrière pour attaquer les Rwandais. Voilà comment les histoires se sont faites. Et ils ont attaqué l'Ouganda jusqu'à ce qu'ils ont renversé le pouvoir d'Abiyarimana. Et puis ils ont occupé le pays. Et en 97, nous avons vu vers 95 jusqu'en 2007, il y a eu des groupes rebelles qui sont nés. Notamment les Rwandais et l'Ouganda ont accepté d'accueillir certaines réunions de l'AFDEL qui se faisaient sur leur sol. Et puis c'est là que le Rwanda maintenant a accepté d'accompagner Musée Laurent Désiré Kabila. La plus grande infiltration commence là. C'est le Rwanda, cette période que la situation s'est envenimée. Va commencer à s'envenimer. Le Rwanda et l'Ouganda acceptent de collaborer avec l'AFDEL pour renverser le pouvoir de Kinshasa, le régime de Mobutu. 6 mois après, le pouvoir de Mobutu a été renversé. Mais quand le pouvoir de Mobutu a été renversé, il fallait maintenant payer la guerre, le prix de la guerre, la facture de la guerre, parce qu'il y avait l'armée rwandaise et l'armée ougandaise qui avaient accompagné Musée au pouvoir. Musée Laurent Désiré Kabila, nationaliste qu'il était, il a dit niet. Vous nous avez accompagnés parce que vous l'avez accepté. Il a changé de face au Rwanda. Mais c'est un nationaliste, c'est un patriote. Il a trahi les Rwandais ou il a trahi les Rwandais? Il les a pas trahis. Voulez-vous que Kabila puisse accepter, vous aurez souhaité que Kabila puisse accepter, Musée Laurent Désiré Kabila puisse accepter ces accords-là? Non. En bon patriote, en bon nationaliste, il a refusé. Il les a dit, rentrez là où vous étiez venus. L'AFDEL n'était qu'un conglomérat des aventuriers. Comme il a dit. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait observé à cette époque-là? Quand ils sont entrés, ils ont mené même une mutinerie au sein de l'armée, l'armée rwandaise et ougandaise. Ils ont mené une mutinerie au sein de l'armée. On a vu qu'ils a été séparés. Ils avaient occupé les camps, les centres de formation dans le Bas-Congo ici, les Kibomango et Ambanzangungu et autres. Mais avec la participation patriotique, nous avons fait échec à ces complots de Kagame et de Yoweri Museveni.
on les avait renversés ici à Kinshasa, on les avait chassés chez eux, ils sont rentrés. Mais ils ont encore utilisé les décis, les fils et les petits Bitinda des régimes de Mobutu. Okay. Ils les ont soudoyés et ont accepté. Tel que qui, pratiquement non, nous soutenons le nom, il n'y a pas à cacher là-dessus. Okay. Il y a Jean-Pierre Bemba. D'accord. Jean-Pierre Bemba, avec les MLC, oui, il y a les RCD, KML, de Moussa Niamoussi, il y a les RCD Goma, de notre frère rwandais, Roubewa. Et tous ces groupes armés ont été sous-traités par soit l'Ouganda, soit le Rwanda. Dans la même logique que Mouzé. C'est tous ces sous-traitances que vous traitez parce qu'ils ont vu Mouzé à jouer les malins, est-ce qu'eux aussi sont dans cette même logique peut-être pour... Est-ce qu'on pouvait accepter de prendre les armes, de prendre... Parce qu'ils avaient déjà vu comment est-ce que ces deux régimes-là, le régime de Kampala et le régime de Kigali, s'étaient comportés vis-à-vis de Mouzé. Parce qu'ils avaient réclamé des postes clés. Mouzé l'avait dit. Il y a des gens qui étaient des ministres des Affaires étrangères, il y a des gens qui étaient des ministres de la Défense. Du jour au lendemain, après qu'il y ait annoncé les retraits des troupes armées ougandaises et rwandaises sur le sol congolais, ces ministres-là avaient disparu. Merci. Ces ministres-là avaient disparu. Beaucoup de nous brosser cet aspect historique de la guerre. Je pense qu'on parle aujourd'hui de 10 millions de morts, c'est pratiquement 3 pays, c'est pratiquement tout un pays où les gens sont morts. Comme j'ai suivi dans une vidéo où un pasteur dit, c'est comme si vous allez au niveau des Gabon et on vous dit toute la population n'existait plus dans les conséquences de cette guerre. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la rébellion ou de l'agression étrangère sur cette question? Parce que c'est notre thème. Aujourd'hui, ce que nous subissons, c'est la facture de la guerre que Félix Mouzé avait refusé de payer. Ok. Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, il avait accepté de payer cette facture de la guerre sous la médiation de la communauté internationale, oui, on va notamment les États-Unis. La diplomatie onusienne, mais répondez-nous un peu sur cette question. Est-ce que c'est une agression, une guerre? Noir sur blanc, je vous réponds, mon cher ami, c'est une guerre et une agression que le Rwanda est en train de faire à la RDC. On l'identifie comme les groupes des rebelles. Mais bien évidemment, ce sont des groupes. Quand vous regardez un peu l'historique par rapport à ce que je viens de dire ici, oui, vous constaterez que ceux qui ont pris les armes, ce sont des Tutsis. Okay. Des Tutsis. En RDC, nous n'avons pas une population qui s'appelle des Tutsis. Non, non, non. On n'a pas une tribu de Tutsis. Les Tutsis, on le trouve, et le Hutu, on le trouve là-bas, okay, au Rwanda, pas ici au Congo. Et s'ils réclament d'être minoritaires, cher ami, est-ce que la population minoritaire, ici, dans ces grands pays qui est le Congo, il y a seulement les Tutsis? Non, pas. Non, nous avons les Pygmées. D'accord. Le peuple pygmée qui est d'ailleurs un peuple, le peuple autochtone. Les originaires, propriétaires de ces terres. Les premiers occupants. Les premiers occupants. Okay. Est-ce que ces premiers occupants ont déjà réclamé, crié au fort? Ils n'ont jamais pris les armes pour combattre. Voilà, nous voyons que ce sont des traîtres. Ce ne sont pas des Congolais. Ils doivent rentrer là où ils étaient venus. J'ai dit aujourd'hui au chef de l'État de pouvoir se rétracter pour corriger la phrase qu'il avait prononcée là-bas en Occident, disant que les Banyamulenge sont des Congolais. C'est faux. Si c'était des Congolais, si aujourd'hui ils ont pris les armes contre le Congo. Les gens s'est trompé sur cette question selon vous. Bien évidemment, ils devaient se prégner de plus par rapport à cette question avant de faire cette déclaration-là. Mais mon frère, c'est un frère ennemi. Okay. Ce n'est pas un frère, c'est un ennemi. C'est un ennemi. C'est un voisin ennemi. C'est un voisin traître. Vous confirmez aujourd'hui que nous sommes à occuper. Nous sommes un État sous agression. Mais bien évidemment, le Rwanda, par ses mécanismes de création de groupes armés, pour exploiter nos minéraux, à tout moment, quand il y a une négociation avec le groupe armé, ces groupes armés-là ne sont tenus que par les Rwandais, par les Tutsis rwandais, qui réclament leur intégration dans l'armée et dans la vie civile. Okay. Et quand ils viennent dans l'armée, leur intégration dans l'armée, ils réclament toujours des postes de prise de décision. Des postes stratégiques et clés. C'est ainsi que le Rwanda a infiltré l'armée congolaise et le gouvernement congolais. D'ailleurs, même dans le gouvernement, ils réclamaient toujours des postes clés. Postes de décentralisation, par exemple. Le ministère de décentralisation. Pourquoi le ministère de décentralisation? Pourquoi le ministère de défense? Okay. Pourquoi ils réclamaient tout ça? C'est-à-dire, ils font des manœuvres pour pouvoir prendre une partie de la RDC et l'annexer. C'est pour quel objectif? Rwanda. Mais c'est pour trouver une terre. C'est pour trouver une terre à cette population-là. Parce que le Rwanda est confronté aujourd'hui à une poussée démographique.
Mais non, les Rwandais qui a accepté aussi que on va, ça c'est aussi parmi l'actualité qu'on a dit que les Rwandais devraient accepter d'accueillir les réfugiés britanniques sur son sol pendant que lui-même les Rwandais a un problème d'espace. Mais moi je voudrais que vous reveniez sur cette question. Comment s'explique cette agression rwandaise qui est tentée de perpétuer? Est-ce que c'est en complicité avec nos frères qui sont ici? Kabila, arrivant au pouvoir, après avoir accepté de payer la facture de la guerre, Oui. ils avaient accepté avec la communauté internationale de créer un couloir. Un couloir humanitaire. Pas un couloir humanitaire, un couloir de fraude. Ok. Et de magouilles d'exploitation de nos minéraux, où les Rwandais devaient exploiter nos minéraux à travers certaines zones qui étaient occupées par les Tutsis rwandais. Ils devaient chasser, maltraiter la population qui était sur place là. C'est pour laquelle on a des tueries, des massacres à l'est du pays. Il y a des tueries à tout moment. Ils mettent la pression à cette population autochtone pour libérer les espaces et qu'elles puissent continuer leur exploitation. En exploitant cette exploitation, cette exploitation sort par les Rwandais. Mon cher ami, comment un pays qui n'a pas de l'or, mais installe une raffinerie sur son sol. Où trouve-t-il? On voit il n'y a ni les Tanzanie, ni l'Ouganda, ni les Burundi, qui donnent ces or au Rwanda pour être raffiné. Mais tout l'or que la raffinerie rwandaise, ça provient de la RDC. Mais il n'y a pas de rapport. Les rapports de la DGIO des services des frontaliers ne fait pas état des sorties de nos minéraux de la RDC vers les Rwandais pour être exploités. Kabila, il a laissé cette situation-là. Félix Tshisekedi, quand il vient, il dit voilà, je vais légaliser ces accords de facture de la guerre. Et que ça devienne de plus en plus. Et que ça devienne officiel. C'est ça pour laquelle on a vu Félix Tshisekedi fait des tours entre Kigali et Kinshasa. On avait des mouvements Rwanda, Gisenyi, tout ça, justement pour chercher à légaliser cette fraude-là, en signant des accords pour l'exploitation de nos minéraux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de l'absence de l'autorité de l'État dans la partie Est? Parce qu'aujourd'hui, la géopolitique de la région des Grands Lacs, c'est la RDC qui devrait beaucoup plus jouer un grand rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, on pouvait parler de la faiblesse de l'autorité de l'État? Sur ces zones-là de la partie Est de la plus moitié du Congo, il y a une certaine faiblesse de l'autorité de l'État. Une absence totale. Mon cher, qu'est-ce que nous constatons? Ces généraux des groupes armés, après leur intégration dans l'armée régulière, quand on doit leur donner des postes, ils réclament toujours des postes là-bas à l'Est du pays. Pourquoi? Ils deviennent des hommes d'affaires. Ils deviennent des hommes d'affaires et des hommes qui créent des situations pour permettre au Rwanda de pouvoir exploiter de manière illégale nos minéraux. Une entreprise, un pays qui n'a pas de cycalite, comment il peut créer une entreprise de raffinage de cycalite et d'autres minéraux, des cobalt et tout ça? Comment il les crée? Où est-ce que ça provient, ces minéraux-là proviennent? Les rapports établis noir sur blanc que tout ce que le Rwanda fait aujourd'hui, produit aujourd'hui chez lui, ne provient que de la RDC. Le Rwanda produit plus de 970 millions d'euros, presque 1 milliard de dollars d'or qu'il raffine et vend aux Émirats Arabes Unis. Chaque année. Alors que la RDC ne gagne que 15 millions d'or qu'il produit ici chez lui. Il y a les enjeux économiques énormes. Il y a les enjeux économiques énormes parce que le Rwanda doit faire face à la pression démographique et aux besoins de sa population. Et notamment, il s'affirme comme une nation, un pays émergent, alors il doit faire face à certaines contraintes. Notamment, il doit installer les entreprises, il doit faire fonctionner certaines industries. Alors, il va les faire fonctionner avec les matières premières. Mais ces matières premières doivent venir ici en RDC. Vous êtes analyste politique, vous avez parlé tout à l'heure que Félix Tshisekedi est allé légaliser les accords qui étaient illégaux entre la RDC et le Rwanda. Mais je voulais un peu savoir, quelle est la politique étrangère de Félix Tshisekedi en arrivant au pouvoir, connaissance des enjeux, parce qu'on bat campagne avec un programme, on connaît les réalités sociétales de son pays qu'on veut diriger. Quelle est la politique étrangère de Félix Tshisekedi face aux pays voisins? Lui-même, il avait annoncé, sans pour autant être écrit, il avait annoncé l'ouverture de la RDC envers les autres pays.
qu'est-ce qu'on doit ouvrir Mais bien évidemment, dans la mondialisation c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ouais. Bien évidemment, on ne refuse pas. La RDC est potentiellement riche, potentiellement bien sûr. On soupçonne, présomption de la richesse. Oui. Voilà. Maintenant, quand vous vous ouvrez au monde, oui. Mais vous devez avoir quelque chose à donner. Voilà, nous allons donner telle chose. Nos têtes de raffinerie, tout ça. Mais est-ce qu'il y a les conditions? Est-ce que les conditions de votre pays sont réunies pour pouvoir exploiter ces minéraux ou toutes les richesses? Ne rassure pas. Mais les conditions doivent être réunies, notamment la sécurité. Qu'est-ce que vous suggérez? Dites-moi aujourd'hui, s'il y avait les entreprises, les partenaires qui avaient accepté de venir pour installer leurs entreprises, leurs industries à l'est du pays, avec cette petite guerre qu'il y a, c'est les agressions, les va-et-vient de Tutsi, de la RDC au Rwanda, dis-moi, est-ce que ces entreprises allaient être à l'aise? Il faut créer des conditions pour attirer les investisseurs. L'argent n'aime pas les bruits. L'argent n'aime pas les coups de balles. L'argent n'aime pas ces histoires-là, mon cher ami. Il faut créer des conditions, notamment l'indépendance énergétique. Okay. Parce que quand les entreprises viennent, ils doivent trouver... Dans le programme du gouvernement Sama. Le gouvernement des royaumes, là, c'est un gouvernement de... Je ne sais pas, le mot d'ailleurs me manque, mais c'est un gouvernement des incapables. Est-ce qu'aujourd'hui Kinshasa mesure l'ampleur de cette guerre à l'Est? Ici même à 2000 km, on a comme l'impression que ici Kinshasa n'est pas totalement... Quand même les discours a évolué, Patrick Mouya a dit que désormais nous faisons face à un groupe terroriste et M23, il l'a clairement identifié. Mais dites-nous un peu, est-ce que Kinshasa mesure l'ampleur de cette guerre? Si on doit commencer par le gouvernement Kinshasa, oui. À travers son porte-parole, Mouyaya n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous lui reprochez? N'est pas à la hauteur d'assumer un poste ministériel comme le titre de porte-parole du gouvernement. Non. C'est un professionnel de il n'est pas professionnel, il a fait quoi? Il a écrit quel livre? Il a animé quelle conférence? Quels sont les nombres d'ateliers qu'il a animés pour être un professionnel et un expert par rapport à la matière? Non, alors, je ne crois pas. Oui. Quel est votre... Est-ce que Kinshasa mesure cette ampleur? Mais Kinshasa ne le mesure pas par rapport au discours qu'avait tenu M. Patrick Mouyaya. Quand il utilise les conditionnels, alors que les ministres des Affaires étrangères n'avaient pas utilisé les conditionnels, y a-t-il pas une contradiction par rapport à ça? Un ministre porte-parole du gouvernement qui cherche à prendre les selfies avec le président rwandais, avec votre agresseur. C'était ça aussi qui avait inquiété. Il cherche à prendre les selfies avec quelqu'un qu'on nous tous nous les connaissons ici. Kagame n'aime pas le peuple congolais. Mais toi, un ministre du gouvernement, tu cherches à prendre les selfies. Moi, j'avais félicité même mon cher ami. J'avais félicité le comportement de notre frère Fali Poupa au Sénégal. Tout à fait. Il a fixé Kagame le regard pour lui dire: tout ce que tu fais à mon peuple, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah d'accord, mais contrairement à Patrick Mouya... Contrairement à Patrick Mouya, qui s'est précipité pour prendre les selfies avec Kagame. C'est une haute trahison pour le peuple. C'est la trahison pour toutes ces populations qui sont massacrées. Les mêmes Kagame ici sont applaudis pas des martyrs par le pouvoir en place et les militaires. C'est une erreur qu'ils avaient faite. Ils doivent se rétracter par rapport à ça. Se ressaisir, demander à la population de l'Est du pays pardon. Et à toute la population congolaise, pardon, pour ce que l'IDPS avait fait au stade des martyrs. Accueillir, applaudir Kagame, ici, à Kinshasa, c'était une erreur. Moi, je me dis toujours, je ne soutiens pas les régimes de Kabila, mais si c'était à l'époque de Kabila, qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire par rapport à la présence de Kagame ici ou à la présence de Kabila au Rwanda, à plusieurs reprises d'ailleurs. Oui. Si Maman Olive Lembe était partie danser dans une fête au Rwanda, à l'époque de Kabila, qu'est-ce que l'opposition congolaise n'allait pas dire par rapport à ça? On allait directement confirmer, voilà Kabila est rwandais. Mais aujourd'hui, c'est lui que nous qualifions de père et de mère. Congolais. Il mange, il boit, il danse avec Kagame. Mais nous devons pousser nos analyses. Est-ce que nous avons la connaissance de l'ampleur des questions? Mais la RDC aujourd'hui est menacée, mon cher. Quand je vois la loi sur l'agriculture, initiée
par les présidents de la Chambre haute du Parlement, M. Bachilukwebo, où il ouvre, il donne l'ouverture aux étrangers pour pouvoir venir acheter des terres comme ils veulent et l'exploiter jusqu'à détenir plus de 80% des parts dans ces sociétés-là. Ce n'est pas la chose qui s'était passée vers le 17e et le 18e siècle dans ces collines-là. C'est la même chose. Mais aujourd'hui, le monde moderne et le pouvoir moderne l'autorisent. Ce sont des erreurs. Il doit rectifier. Je demande aujourd'hui au chef de l'État de ne pas promulguer cette loi-là. Parce que même au niveau de présidence et du gouvernement, on doit avoir des comités d'études. Des comités d'études, ce sont des états-majors, pas des comités d'études qui montent du jour au lendemain, après le départ de tel ministre ou tel autre ministre, c'est sa part. Ces comités d'études, ces états-majors doivent faire face aux aléas, aux enjeux et aux défis qu'a la RDC. Mon cher, nous avons 9 voisins. Comment on suppose justement notre politique étrangère par rapport à tous ces pays voisins? Mais on dit faire la politique d'ouverture. Mais à ne pas oublier, quand vous avez 9 voisins, c'est que vous avez aussi 9 ennemis. Tout à fait. Ce sont vos potentiels voisins et vos potentiels. On a tous les pays voisins, le président Tshisekedi n'a pas dit. Mais on avait vu la Zambie, qu'est-ce que la Zambie avait fait? La Zambie était venue occuper notre territoire dans les on a comme l'impression que le Congo est devenu une sorte d'une proie que tout le monde devrait venir s'occuper. Et puis, voilà les axes de M. Félix Tshisekedi, les axes prioritaires de son mandat devaient être la sécurité, la réforme des armées. Avec la sécurité, la sécurité, ça passe par la sécurisation de nos frontières. Oui. De nos 9 frontières. Dans chaque frontière, on devait même construire des bases militaires, des camps militaires, de haute importance, pour faire face à tout genre d'agression. On devait relancer la politique de reliement de nos différents territoires, notamment la route des secteurs agricoles, relier un territoire avec un autre. On devrait relancer, faire des réformes par rapport à notre système éducatif, mon cher. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je me pose la question, dans 5-10 ans, quel genre de Congolais que le pays va avoir? Malgré il y a la gratuité, chose que nous félicitons, mais la qualité des élèves qui sont produits par nos différentes écoles publiques. Je me pose la question, qui est cette autorité ou ce membre du gouvernement ou des institutions qui peut accepter que son enfant puisse aller étudier dans l'école de Matete ici, les EP1, EP2, et à Kindele ou à Kisenso, qui est ce ministre-là qui peut accepter de le faire? S'ils sont incapables de pouvoir l'accepter, c'est que notre éducation, le niveau de formation dans ces écoles-là, c'est à un niveau très bas. Nous avons vu avec les examens hors session, il y a des élèves qui ont remis des papiers vides. Vierges. Et alors que c'était un exercice normal de la rédaction. Oui, justement. Aujourd'hui, nous parlons de l'agression rwandaise et sur notre... Alors, Kinshasa donne l'impression comme si rien ne s'est passé à l'Est. Quelle est votre analyse? Parce que tout à l'heure, là, il y a Gentini Ngobila qui est en train d'inaugurer la sortie officielle de son parti. Quelle est votre observation par rapport à ça? Parce que c'est tous les pays qui devraient se mobiliser pour dire non à cette agression du Rwanda et puis prendre les... Mon cher ami, c'est regrettable. C'est regrettable, mon cher ami, alors c'est regrettable. Après comment est-ce que je peux qualifier? Après le comportement malicieux ou un comportement qui donne l'écho vers son parrain politique, qui est le Rwanda, le gouvernement, les ministres Mouyaya, je me dis, il y a encore Gentini Ngobila. Ah, lui aussi. Qui travaille contre les intérêts de la République. Comment ça? Mais certains acteurs politiques devraient aussi envisager être... Un parti politique a comme ambition de briguer la haute magistrature. Tout à fait, c'est légitime. Mais par alliance... Bien évidemment. Mais quelle attitude maintenant vous devez avoir quand un haut responsable d'un parti politique annonce la sortie officielle de son parti politique pendant que ça brille là-bas? Mais quand on dit ça brille dans ta maison, quand on dit, il y a un adage qui dit
On ne fait pas la guerre quand ça brille chez les voisins. Mais maintenant, quand ça brille chez vous-même, chez toi-même, tu danses et on regarde. Les autres viennent pour jeter de l'eau, pour éteindre le feu qui est chez vous, mais on vous trouve en train de danser, de festoyer, de faire des histoires qui ne reflètent pas l'image de quelqu'un qui est agressé, de quelqu'un dont la maison est en feu. Mais allez-y comprendre. Ils ne sont pas en commun accord avec la population de l'Est. Je demande à la population congolaise dans son ensemble, partout ailleurs dans le monde, de retirer leur adhésion à ces partis politiques. Qui est derrière Gentini Ngobila? Parce qu'aujourd'hui, on a vu, il a mobilisé les moyens pour remplir les stades de martyrs. Je ne dis pas qu'il a détourné le fonds destiné à la construction ou à la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce que moi j'ai observé la semaine passée? Il y a une semaine de recouvrement forcé de vignettes. Vous pensez que cet argent-là a financé... Non, j'ai fait mes analyses. Je suis un analyste politique. Ok. Après avoir mobilisé les fonds avec présomption que ça va servir au développement de la ville, on voit cette semaine ici, M. Gentini Ngobila fait la sortie officielle de son parti politique. Va jeter un coup d'œil là-bas. Pendant qu'à l'Est, dans sa maison, ça brille. Et quel genre de président nous aurons? Parce qu'un parti politique, l'objectif c'est de briguer la plus haute magistrature. Donc, Gentini Ngobila a l'ambition de briguer la plus haute magistrature. Mais il va la briguer avec des pareils comportements. Quand ça brille chez toi, tu es en train de danser, de festoyer. Je crois que c'est non. Il ne mérite pas la confiance de la population congolaise et de la population quinoise. Non. La population congolaise et quinoise en particulier doit retirer sa confiance à ces partis de merde. Ce n'est pas à la hauteur d'être appelé un parti politique. Parce que ici chez nous, pendant que nous sommes agressés par les Rwandais, et ils sont en train de festoyer, de fêter leur sortie officielle. Non, mon cher ami. On va surveiller de près le comportement du parti de Gentini Ngobila, son programme d'action, son idéologie. D'ailleurs, son programme pour la ville de Kinshasa, quand il avait pris, il avait quel programme? Sur quelle base il a été voté comme gouverneur de la ville province de Kinshasa? Sur base des recommandations, sur base des mots d'ordre donnés par tel leader ou tel autre leader. Même celui qui avait donné le mot d'ordre, l'autorité morale du FCC, pour l'élection de Gentini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa. Mais il est déçu aujourd'hui par le comportement de Gentini Ngobila. Parce qu'il a trahi Gentini Ngobila. Que Tshisekedi puisse faire très attention. Kiabi boira, comme disent les Français. On va y revenir sur cette question de Gentini Ngobila. Alors, restons toujours dans cette situation de la guerre à l'est du pays. Quelle est la finalité de cette agression? Quel est le scénario, comme vous êtes analyste politique, qui peut venir dans les années à venir? Est-ce qu'on va demeurer toujours dans cette situation ou vous voyez autre chose? Quelle est votre crainte par rapport à ça? Aujourd'hui, tous ceux qui ont été des fioles des régimes de Kigali et des régimes de Kampala doivent renoncer à cette appartenance-là. À cette appartenance-là, dire non à Kagame. Jusque-là, je n'ai pas vu, même sur son compte Twitter, Bemba faire un message pour dénoncer l'agression. Bemba est devenu ces jours ici trop sceptique, ne fait pas trop de déclarations. Niamoussi n'a fait aucune déclaration jusque-là, ni lui, ni son parti politique. Oui, on a RCD Goma, aucune déclaration jusque-là, ni le chef de ce parti politique-là, Roubert Roy, ni son parti politique. Aucune. Ils endossent. Mais ils endossent. Qui ne dit mot consent? Vous l'avez si bien dit. Ils endossent cette responsabilité. Ils font fi par rapport à cette agression-là. Il doit couper cette file qui les lie avec Kagame. Tous ceux qui se disent aujourd'hui Congolais, appartenir à cette nation, doivent dire non à cette agression. Je conseille à nos frères, tous les Rwandais qui sont ici dans notre pays, dont le président de la République l'avait déclaré comme des Congolais. Oui, ce sont nos frères. S'ils veulent rejoindre l'armée, ce n'est pas en prenant les armes contre cette même armée. Ils doivent suivre le processus normal de recrutement de notre armée. S'ils veulent occuper des postes de prise de décision dans le gouvernement, la prise d'armes n'est pas la voie légale. La voie légale, ce sont les élections. Battez-vous politiquement. Créez votre parti politique, battez-vous. Si ils se disent être minoritaires,
être maltraités. Que dirions-nous des pygmées? On l'avait dit, hein, je le rappelle encore. Okay. Les pygmées, nos frères là, sont encore dans des forêts. Sont dans des forêts, ils vivent là-bas. Est-ce que la crainte d'une perspective du scénario de la guerre des 6 jours, comme on va le célébrer tout à l'heure, tout dans les jours qui viennent, les 6 et les 5 à Kisangani, peuvent se produire encore si on a l'État, on a les autorités très faibles, si on peut le dire ici à la tête de la RDC? Ça, c'est ma plus grande crainte. Ok. C'est que la scénario de la guerre des 6 jours, d'ailleurs, je salue l'initiateur de cette initiative, Okumbusho, Jean Dédié Kilima, qui est passé sur notre plateau. Oui, qui organise cet grand événement pour commémorer, donner un sens à ceux qui avaient perdu leur vie pendant la confrontation à des armées rwandaises et ougandaises à Kisangani sur le sol congolais. Aujourd'hui, l'armée ougandaise est entrée sur notre sol pour traquer ces rebelles qui sont les ADF, et les renseignements de l'armée ougandaise donnent des renseignements clairs et nets par rapport à ces groupes. Aujourd'hui, ils disent quoi? La tête aujourd'hui des IDF est dirigée par un Rwandais. Okay. Voilà, entre les deux régimes de Kigali et de Kampala, le nœud du problème. C'est que comment est-ce qu'un groupe rebelle ougandais peut être dirigé par un Rwandais? Okay. Et puis, les renseignements ougandais nous donnent des informations selon lesquelles c'est que dans toutes les zones Ituri, jusque dans le nord Kivu là-bas, là où opèrent les Codeco et les ADF, ce sont des zones où il y a une intense... Il y a plus de 120 groupes armés à l'est. Il dit ce sont les zones où il y a la plus intense exploitation des minéraux, notamment l'or de la RDC. Et s'il faut retracer, où est-ce que cet or-là part? Cet or-là part au Rwanda pour être raffiné et être amené en Arabie Saoudite, dans des pays asiatiques là pour être vendu. Et si, c'est une occasion d'ailleurs d'appeler les communautés internationales, de condamner et de déclarer l'or raffiné par les Rwandais comme l'or du sang. Des salles, oui, comme on a fait. Oui, l'or du sang. L'or du sang, et que personne ne puisse l'acheter. Parce que s'ils endossent cela, s'ils ne disent rien, c'est qu'ils sont complices avec les Rwandais. Quand on voit les Rwandais aller signer les accords avec le gouvernement britannique, que les Rwandais est prêt à accueillir les réfugiés, les demandeurs d'asile, dont les Anglais ne peuvent pas donner, ne peuvent pas accorder l'asile. Mais alors que les groupes armés rwandais qui sont ici chez nous, quand dans leurs réclamations, dans les accords, quand ils viennent réclamer, ils disent ils veulent que la population toute rwandais qui vivent dans le Rwanda puisse revenir ici au Congo parce qu'ils sont sans abri là-bas. Ils n'ont pas de l'espace pour pouvoir vivre là-bas. Mon cher, comprenez que le gouvernement britannique, d'ailleurs je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, est en train de recruter des mercenaires éthiopiens, somaliens et arabes pour venir imposer l'étang des Grands Lacs. Parce que tous les documents noir sur blanc étalent qu'il y a un complot au niveau international pour la création de l'État des Grands Lacs et l'annexer qui sera sous contrôle du Rwanda, où va habiter le peuple Tutsi et les différents peuples qui vont venir ça et là dans le monde. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission aujourd'hui, ce qui parle sur les conflits à l'est de la RDC. Parce qu'on parle des conflits, mais est-ce qu'avec les difficultés, parce que pour animer ou défendre un pays, on doit avoir aussi des carburants pour peut-être ravitailler les forces armées ou les gens qui sont... tout ça. Mais avec la pénurie qui sévit, quel est le plan du gouvernement? Est-ce que le gouvernement est à la hauteur pour contenir cette situation et finalement barrer la route à nos agresseurs? Voilà. Nous avions dit tout à l'heure ici, quand vous vous ouvrez au monde, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez à donner à ceux que vous appelez de venir chez vous. Imaginez-vous aujourd'hui si les investisseurs étaient venus en gros dans notre pays, permettez-moi les termes. En gros, oui. En gros, est-ce qu'il y a l'électricité qui va leur permettre de pouvoir faire fonctionner les entreprises? Aujourd'hui, dans chaque entreprise
ici à Kinshasa, même en RDC partout dans le monde, même en RDC dans tous ces quand territoires, sur, quand il y a une entreprise, l'entreprise cherche toujours à avoir un groupe électrogène. Les carburants. Pour pallier à le problème de l'électricité. Et il a un groupe, bien qu'il ait un groupe, il a prévu un groupe pour pouvoir faire face au problème. Mais il n'y a pas aussi du carburant. Mais pendant ces temps, il y a SOCIR. Oui, la Société congolaise des industries, des raffineries, et qui est à Mwanda. Les accords que le gouvernement congolais, à l'époque, le gouvernement congolais, jusqu'au gouvernement zaïrois, qui avait conclu avec la Perenco, c'était quoi? Exploiter. Parce que la Perenco exploite seulement les matières premières, mais il ne les traite pas. Ok, il faut l'exporter. Il faut l'exporter là-bas aux États-Unis ou en Italie. Mais le gouvernement congolais avait dit non, nous devons maintenant créer notre propre raffinerie. Ils ont créé ceci. L'objectif de ceci, c'était quoi? C'est prendre les matières premières à l'auteur de 40% sur ce que Perenco produit. Perenco, ce que Perenco exploite ici, Perenco devrait déverser 40% de sa production à la SOCIR. Pour que la SOCIR puisse les traiter, les raffiner ici, pour pallier aux problèmes, aux besoins nationaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mon cher ami, la SOCIR, pour être redémarrée, la SOCIR n'a besoin que de 95 millions de dollars pour être relancée. Mais l'argent qu'on gaspille aujourd'hui, c'est au-delà des 95 millions. Nous attendons les gens qui volent à l'auteur de 50 millions de dollars, qui mettent dans leur poche. Merci beaucoup. Il y a même, s'il vous plaît, je vous signale, la raffinerie de l'or ne coûte que 5 millions, pas beaucoup. 5 millions. C'est qu'on n'est pas capable de faire. Nous sommes incapables de pouvoir le faire. Nous acceptons de faire traiter notre or à Kigali plutôt que d'installer notre propre raffinerie pour le détraiter. Merci beaucoup. C'était Eri Massimo, anthropologue, analyste et observateur de la vie politique en République démocratique du Congo. Il est passé sur notre... J'espère que ce ne serait pas la dernière fois qu'il est passé ici. Les analyses ont été très pertinentes. Merci de passer sur notre plateau de télévision. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission. Retrouvons-nous au prochain numéro. Abonnez-vous aussi également parce que l'émission passe en direct sur notre chaîne de YouTube Congo France Télévision. Abonnez-vous massivement pour suivre l'intégralité de toutes nos émissions et de bonnes émissions aussi. Au revoir. Merci.